Hello Sarah, hello tout le monde. Aujourd'hui au micro, on a donc Sarah de M3 Photo, si je ne me trompe pas. Si. Sarah, j'adore. J'adore Sarah, c'est une personne que je connais, dans la vraie vie, que, sincèrement j'admire et avec qui j'adore parler d'art-thérapie. Donc je voulais absolument l'inviter pour vous la présenter. Sarah, si tu veux bien te présenter et bien dire ton nom s'il te plaît. Alors donc moi c'est Sarah, de Reims également et c'est toi-même, photothérapie. Tu étais pas très, très loin. Donc du coup voilà. Alors petit disclaimer, en vrai, je suis dyslexique les gars, c'est pas que je m'en fous, c'est Ouais. juste que je trouve pas les mots dans le dans le bon ordre. OK? OK. Alors du coup, tu dis tu es de Reims, qu'est-ce qui se cache derrière cet appareil photo? Et derrière ce compte Insta? OK. Alors donc effectivement, je suis photographe spécialisée en photothérapie depuis, 4 ans. Là, j'ai fêté l'anniversaire il y a pas très longtemps. Et donc moi, j'aime dire que j'accompagne, par la photo celles qui veulent se foutre la paix avec leur image, pour que la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, ça ne soit plus un frein à la fois dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Voilà. Et donc je suis la photographe de celles qui redoutent, l'objectif. C'est un sacré challenge, du coup, j'imagine et alors déjà, comment toi, t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu accompagnes, ces personnes via la photo? Alors, moi, la photo, ça a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, bon, vous verrez peut-être pas si vous écoutez, mais derrière, j'ai mon appareil photo Fisher-Price qui est accroché. J'ai commencé vraiment comme ça, voilà, un appareil photo que mes parents m'ont offert quand j'étais petite. La photo a toujours fait partie de ma vie. Il y avait des albums photos chez moi, donc c'était un peu un moyen d'expression, naturel, pour moi. J'ai toujours eu cette, capacité, d'écoute, d'empathie, avec les personnes. Sauf que c'était pas très bien vu. Pour moi, c'était plus, comme quelque chose, plus signe de faiblesse, enfin voilà, dans mes proches, je passais souvent pour l'assistante sociale et même si c'est un merveilleux métier, c'était pas forcément connoté quelque chose de positif chez moi et au fur et à mesure donc j'étais plutôt bonne dans les études donc j'ai été, jusqu'à un master 2. J'ai même passé un concours, dans le juridique que j'ai eu et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, enfin que je me sentais pas à ma place. J'avais adoré mes études, mais que c'était vraiment pas fait pour moi et en fait, pendant mes études, j'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours pris en photo, des gens et cetera. D'ailleurs, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps pour moi. Donc j'ai renoué avec la photo et j'ai commencé avec un projet artistique, en titre, collaboration, enfin voilà, de la pose contre photo comme on peut l'appeler et j'ai commencé un projet qui s'appelle Rose des sables. J'ai une cinquantaine de participantes et en fait, c'est vraiment ça qui a commencé à me faire prendre conscience que j'avais une approche, qui était pas, juste de prendre en photo quelqu'un, mais qui avait un vrai besoin de sens, dans la photo qu'on pouvait prendre. C'était des femmes, la plupart du temps, qui avaient besoin de se réapproprier leur corps, qui voulaient oser, il y a un peu la notion d'assumer que j'aime pas parce que je trouve qu'on assume ses erreurs, mais là, c'était vraiment justement de revendiquer et bah, pour une fois, si on pose nu, c'est pas pour, des pots de yaourt, en publicité, mais simplement pour soi. C'est pas pour plaire à quelqu'un et cetera et du coup, ce projet, littéralement, a vraiment changé ma perception, de ma manière de prendre des photos. J'avais moi-même un rapport au corps complètement catastrophique et en fait, au fur et à mesure, les 2 se rejoignaient. J'avais un rapport au corps qui était compliqué et en même temps, la photo m'aidait à améliorer mon rapport au corps et plus j'améliorais mon rapport au corps, plus ma vision de la photo changeait. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu une opportunité, professionnelle. On m'a proposé une rupture conventionnelle, qui s'est, très bien passée. Enfin franchement, c'était idéal et même encore à ce moment-là, je me sentais pas encore légitime à dire: «Tiens, je vais me lancer, je vais faire de la photothérapie» et déjà rien que le nom, utiliser le nom, ça me semblait, complètement, impossible et cetera donc et au fur et à mesure, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être quand même essayer» parce que je me sentais vraiment plus du tout à ma place, dans ce métier-là du juridique et je me suis beaucoup formée en autodidacte, en fait, par rapport à ça, aussi bien sur la partie photo que sur la partie plus, à visée thérapeutique. Voilà.
Trop intéressant. Tu dis le mot j'ai 2 questions, je vais me la noter. Mmh. Tu dis le mot «à visée thérapeutique». Je pense que c'est intéressant de dire ça. Je sais qu'on en a déjà parlé et je sais qu'à l'oreille des art thérapeutes, c'est aussi un en vrai, c'est un vrai sujet, en fait, le fait d'être autodidacte. Il y a des praticiens, il y a des art thérapeutes, c'est quoi la différence? Il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur le parcours, comment on fait pour devenir art thérapeute? Du coup, est-ce que tu peux développer un petit peu, bah, à propos de ce avisé, thérapeutique et le fait aussi d'être autodidacte? On t'écoute. Alors bon, ça, c'est des discussions qu'on a beaucoup en off avec Jeanne, donc la question, je sais qu'elle est pas du tout anodine. C'est quelque chose, que enfin, qui est pas du tout une source de honte pour moi, mais pour les gens qui me connaissent bien, savent que j'ai un énorme syndrome, de l'imposteur. C'est vraiment très compliqué pour moi. Donc tout ce que je fais, je le fais en dépit de ça et ça me prend une charge mentale, de dingue. Et en fait, peu importe qu'on appelle ça à visée thérapeutique, à effet thérapeutique, que ça soit de la thérapie ou pas, c'est des termes qui sont encadrés, plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs. Donc c'est en fonction, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des choses, qui sont hyper importantes pour moi. C'est en fait plus la création d'un cadre, et justement d'être honnête avec soi, honnête avec ses limites. Si on a des limites, à quel point on peut se former, pour justement aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire se former? Est-ce que c'est forcément, de la transmission, de la formation, comme on peut l'entendre avec, une école? En sachant que dans les écoles, il y a de tout et il y a de rien, que c'est en fonction aussi de nous personnellement, ce que ça va venir, comment dire? Éveiller chez nous, voilà. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Moi, je sais qu'il y a des formations, «professionnelles» entre guillemets que j'ai pu faire, qui sont pas reconnues, mais qui m'ont beaucoup apporté, mais pour lesquelles au début quand j'ai commencé, aujourd'hui comment je me les suis appropriées, beaucoup de choses qui me parlent plus. Je pense que c'est de réussir à faire, le tri entre, cette question de légitimité, et surtout le plus important, de pas perdre de vue l'essentiel, c'est les personnes qu'on accompagne. Et je pense que ça demande, beaucoup de ouais, d'humilité, mais pas d'humilité dans le sens: «Je suis pas capable, j'ai peur de mal faire», mais de vraiment savoir ce qu'on est en capacité de faire, ce qu'on peut faire. Encore une fois, de réussir à poser un cadre et un cadre qui soit transparent, bah, pour nous, bien entendu, mais surtout et avant tout pour les personnes qu'on accompagne. Je sais pas si ça répond à ta question. Complètement, c'est très intéressant. Bah, c'est vrai que déjà, il y a un truc, c'est est-ce que enfin, du coup, j'ai un peu la petite réponse en tête, mais en France, est-ce Ouais. qu'il y a des formations de photothérapeute déjà pour commencer? Alors, je sais qu'au Canada, il y a Judy Weiser qui a une école, enfin, je sais pas, une institut, je sais pas comment c'est appelé, de photothérapie. Mais, pour les personnes qui font, par exemple, de la photographie, qui sont vraiment photographes comme moi je peux me définir, c'est pas du tout la même utilisation, c'est plus proche, justement de l'art-thérapie. Hem et par exemple, en France, vous avez, pas du tout de choses comme ça. Il y a des professionnels qui, sont formés beaucoup en autodidacte, qui ont fait un mélange, de tout un tas d'autres disciplines et qui se sont appropriés et qui ont fait la leur. Mais en tout cas, en fait, moi, je suis toujours un peu gênée sur la notion de formation parce que, bah, comme je disais, j'ai fait une formation reconnue d'État, parce que souvent c'est ça qui est implicite, de, 5 ans d'études et cetera. Bon, bah, OK, c'est super. Donc forcément quand après, je fais des formations professionnelles ou de l'autodidacte, il y a un peu cette question un peu, pas cool, tu sais, de la légitimité de: «Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une vraie formation?» Alors que ça veut rien dire. Mais du coup, je pense que c'est pas ça le plus important, c'est pas le fait que ça soit reconnu d'État ou pas, c'est vraiment ce à quoi ça va nous servir ensuite et que ça nous permette, bah, encore une fois de poser un cadre, avec les personnes qu'on va accompagner. Mais du coup, effectivement, ça existe pas des vraies formations et je mets des gros guillemets à «vraies» parce que ça bien entendu, c'est pas ce que je pense, en France. Mais, je sais que dans les collègues, que je peux avoir, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et que c'est pas parce que, il y a pas d'institut, il y a pas de diplôme reconnu de l'État que ça veut pas dire qu'il y a pas des choses à faire et que ça veut pas dire qu'on peut pas se former. Voilà. Complètement et donc je vais pas plus aller loin dans ce sujet parce que c'est un réel sujet dans le monde Ouais. de l'art-thérapie et j'aimerais bien, ouvrir le débat peut-être en commentaire, peut-être, ouvrir peut-être, une table ronde un jour et pour en Mmh. discuter.
sur le sujet, moi, enfin, c'est en discutant avec toi, du coup, parce que, à la base, j'ai été très, formation, formation, Mmh. formation et aujourd'hui, je recommande aux personnes, si c'est possible, si ça existe, Mmh. si c'est quelque chose d'aligné, faites une formation dans le sens où, pour le coup, là, c'est des art thérapeutes qui nous écoutent. Il y a plein de formations d'art-thérapie, il y a plein de types Bien sûr. d'art-thérapie. Vous allez trouver votre voie sans souci. Mais c'est vrai que, par exemple, si c'est des psychologues, peut-être que faire une formation plus légère, c'est suffisant. Soit. Ça, c'est assez compliqué comme sujet. Par contre, il y a un truc qu'on s'est dit ensemble et que j'ai trouvé tellement intéressant et que j'aimerais partager, c'est que, par exemple, moi, j'ai une grosse formation, c'est puzzle à Lille. J'ai étudié pendant, près de 3 ans. C'était intense, c'était en présentiel, j'ai adoré. Par contre, en sortant de cette formation, ça m'a tellement pris d'espace mental, tellement de temps dans ma vie que c'est pas que je me suis appuyée sur mes lauriers parce qu'il m'a fallu ce temps de digestion aussi de formation. Mais c'est possible, je pense, en fait, tu as ta formation et tu considères que c'est suffisant. Sauf qu'il se passe 10 ans. Il se passe 10 ans sans que tu aies revu ta pratique et tu as pas ce syndrome de l'imposteur parce que tu es validé par quelque chose que tu considères, de validant. Or, quelqu'un qui potentiellement a été formé en autodidacte, donc déjà ça ne veut pas dire ne pas avoir de formation, hein, c'est une formation, juste en autodidacte qui peut être, très, 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 très bien, j'en ai aucun doute. Et en fait, tu continues de te former constamment. Alors que quand tu as été validé par au-dessus, peut-être pas. Donc aujourd'hui, moi, la réelle question que je pose, aux auditeurs, c'est avant tout, comme tu l'as répété plusieurs fois, c'est en fait remettre la personne qu'on accompagne au centre. Est-ce que je suis qualifiée? Est-ce que j'assure? Est-ce que je fais bien mon travail? Pour ça, la supervision, comme toujours, peut vraiment aider. Se poser des questions, se remettre en question. Ne pas oublier que la santé mentale, on en découvre chaque jour un peu plus, donc on continue de se former et c'est tout ce qui importe finalement, plus que, tu as fait quelle école, ça dépend ce que tu en fais finalement et Mmh. ça, c'est un peu mon point de vue, là, brièvement, que je voulais Ouais. partager quand même sur le sujet. Mais voilà, c'est très intéressant et j'ouvrirai, une porte à l'occasion, je vous promets qu'on en discutera tous ensemble un jour. Concernant toi, Sarah, j'avais aussi une question. Du coup, quels sont parce que je sais que, en fait, c'est quand même très intéressant, par exemple, de connaître des noms à suivre, dans la photo, enfin, du coup, on va dire photothérapie, mais on a tous compris que c'est un poil plus complexe. Quels sont les noms à suivre, des livres que tu pourrais recommander, là, comme ça, à chaud, 1 ou 2 noms, 1 ou 2 livres, comme tu le sens? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature malheureusement, de la photothérapie. Donc tout à l'heure, je parlais de Judy Weiser, donc je ne crois pas qu'il soit traduit en français en plus. Perso, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, je sais que ça reste un ouvrage quand même de référence. Après vous allez avoir, là je sais que j'ai 2 collègues, donc on n'a pas du tout la même perception, de la photothérapie. On travaille pas du tout de la même manière, mais elles se sont attelées justement à écrire, à coécrire un livre sur la photothérapie. Donc ça va être Élodie Sueur-Montener et Priscilla Gisso qui vont avoir un livre là qui va sortir au mois de, je crois, février 2025. Donc du coup, voilà, ça peut être un ouvrage qui, je pense, va bien poser les bases. Voilà. Je sais que, Catherine Joubert aussi, qui est donc en plus initialement art thérapeute, voilà, qui a aussi, donc voilà, mais qui, elle avait cette frustration justement dans la formation d'art thérapie où en fait souvent la photothérapie, enfin la photographie est boudée, un peu comme si c'était un art, mineur, voilà. Donc du coup, elle l'a vraiment mis au centre de sa pratique et aussi elle utilise beaucoup l'écriture. Et je sais qu'elle est aussi, en cours, d'écriture, voilà. Donc voilà, en termes d'ouvrages, auprès des collègues, j'en ai j'en ai une, beaucoup à vous recommander, mais je sais que, déjà ces personnes-là, elles ont beaucoup travaillé, à l'écriture, on va dire. OK, merci. Merci du coup pour, les personnes qui liront ces livres et observeront et s'intéresseront à ces personnes. Autre question maintenant, rentrons dans le vif du sujet, qui sont les vraies questions, trop intéressantes. Je suis trop contente d'avoir cette conversation avec toi. Comment on fait finalement? Parce qu'effectivement, moi, du coup, j'utilise
beaucoup d'art. Je suis formée à l'art plastique, donc c'est déjà l'art plastique, quoi, la sonothérapie, la danse, le théâtre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors aussi, je sais utiliser aussi les photos sur une table et cetera, mais comment on fait derrière un objectif, devant un objectif? Dis-nous tout, raconte-nous tout, on a trop hâte. Du coup, par rapport à l'art-thérapie où là, vraiment, on laisse la personne, avoir accès au médium et que ça soit un, comment dire? Que c'est vraiment un facilitateur d'expression, voilà. Là, finalement, c'est moi qui reste, dans la part de créativité, dans la part d'expression. Mais, en fait, moi, ce qui est important, c'est que c'est un peu, comment dire? Je cherche le mot, je l'ai perdu, mais en gros, c'est un peu, il y a 2 manières de perception de la photothérapie qui se rencontrent, où justement, moi, dans l'expérience que je propose, parce qu'il y a un début, il y a une fin, c'est pas, comment dire? On vient en fonction, des besoins qu'on peut avoir et cetera, comme par exemple dans une thérapie, plus traditionnelle. C'est que, va y avoir beaucoup d'échanges, effectivement, mais aussi il y a ce que j'appelle l'utilisation d'un outil, de photothérapie et où là, justement, ça va être la personne qui va se servir de la photo, de l'image comme un médium, comme un facilitateur d'expression, donc plus proche, éventuellement de la conception qu'on peut avoir de l'art-thérapie, par exemple. Et ensuite, il y a la phase où c'est moi qui prends en photo les personnes et donc on co-construit un projet et cetera. La différence, c'est que là, justement, souvent, moi, c'est des personnes qui n'osent pas prendre leur place et en fait, dans la photo, symboliquement, il y a cet aspect de, bah, quand on est pris en photo, finalement, on traverse le temps. Même après nous, cette photo, elle perdure. C'est vraiment quelque chose qui vient dire: «Oui, oui, j'ai existé, je suis pas invisibilisée». Donc symboliquement, c'est hyper fort et aussi, d'un point de vue narcissique, c'est que quand on se fait prendre en photo lors d'une séance photo, c'est hyper fort symboliquement de s'autoriser et être un peu l'objet principal, le sujet principal plutôt d'ailleurs, et qu'on est que Dieu, pour nous et quand on n'a pas une bonne estime de soi, qu'on n'a pas beaucoup de confiance en soi et cetera, que c'est compliqué, justement de s'autoriser à prendre cette place, bah, pareil symboliquement, c'est très, très fort. Aussi, on s'autorise à, par exemple, bah, jouer le jeu, si on a envie de faire la star, on peut faire la star, si on a envie de quelque chose de plus introspectif, on peut. On s'autorise à exister tel qu'on est et de pas avoir peur de ce qui va être, mis en résultat. Alors bien entendu, les personnes, ça va être justement source un peu de peur et j'accompagne aussi justement dans la découverte des photos, mais symboliquement, c'est ça la séance photo, en tout cas dans ma vision de la photothérapie et c'est aussi un moyen où on peut venir déposer les choses et on se permet d'exprimer. Voilà. C'est très intéressant, il y a trop de points sur lesquels on peut rebondir. Mais je voudrais savoir exactement, enfin, du coup, cas pratique, tu es OK? Vas-y. OK. Je viens, comme ça c'est pratique, je viens. C'est moi qui viens, bonsoir. Viens, Jeanne, viens. Moi, bah, comme la plupart des personnes, je suis pas particulièrement, à l'aise en photo, mais je suis du genre de personne qui, pour, vous en dire un peu plus sur moi, je me suis pas autorisée à avoir des complexes physiques. C'est-à-dire que très jeune, je me suis dit: «Tu as de la chance, tu es en bonne santé». Et ça va, je suis dans les canons de beauté, je suis blonde, la vie elle est pas dure, enfin, faut aussi, remettre les choses dans leur contexte et je me suis pas autorisée à m'en plaindre ou à m'en ça m'arrive, pas, tu vois, si je suis devant le miroir et que je suis pas bien, je me trouve pas bien, je respire et je me dis: «Laisse-toi tranquille, ça sert à rien, change de sujet», tu vois? Et en fait, je suis pas très à l'aise en photo, et ça peut être un peu, bah, un peu chiant, quoi, parce que, bah, j'aimerais bien être plus à l'aise. Et la vraie du coup, pour aller plus loin, ne jamais se poser de questions sur ses complexes, c'est aussi un peu spécial, on va pas se mentir. J'arrive vers toi, comment ça se passe? Alors moi, déjà, on prend toujours un appel ensemble pour découvrir. Voilà, se découvrir l'une l'autre, parce que, bah, l'idée, c'est déjà de savoir si toi tu as le feeling, voilà. Est-ce que tu te Hein, sens hein. bien avec moi? Est-ce que, c'est OK? Est-ce que les choses dont on va parler ensemble et puis aussi moi d'évaluer s'il y a des choses jusqu'où je peux t'accompagner, éventuellement et te dire, bah, par exemple, là, on va parler, par exemple, si tu as déjà un suivi psy, qu'est-ce que vous avez, éventuellement évalué ensemble? Donc ça, c'est elle, c'est la personne, en tout cas, c'est toi qui vas me dire ce que tu as envie de me dire, tout simplement. Et moi, je vais justement, on va faire comme une sorte d'audit, je sais pas, le terme n'est pas sexy, mais voilà, où on va, parce que mon diagnostic, c'est pas du tout approprié, je suis pas médecin, mais en tout cas, on va en discuter ensemble et on va un petit peu voir ce que toi, tu viens et moi aussi, je vais recadrer en disant: «Moi, si tu viens me voir juste pour avoir des belles photos, par exemple, tu viens pas voir la bonne personne». Voilà. Par contre, voici ce que moi je peux t'apporter et cetera et donc on voilà.
Il y a cette première rencontre qui est hyper importante et ensuite je t'envoie un questionnaire. Dans ce questionnaire, on aborde, comment ton rapport au corps, ton rapport à la photo, ton rapport à ton image de manière plus globale, voilà. Parce que souvent on pense à l'image corporelle, mais par exemple, quand tu parlais de, bah, pour moi, c'est compliqué, de m'autoriser à dire que j'ai des complexes et cetera. Je me sens pas légitime à ça, je trouve ça peut-être indécent, enfin, on verra en fonction des termes que tu vas utiliser. Ça vient raconter des choses chez toi et surtout, ça vient raconter une partie de ton histoire. Mmh. Donc la perception que tu as de toi de manière générale, elle n'est pas uniquement de ton image corporelle. Donc on va un petit peu venir comprendre comment ton image de toi s'est construite. C'est vraiment l'objet de la première étape et ensuite, une fois qu'on aura travaillé ensemble justement tes réponses au questionnaire, qu'on aura approfondi ensemble, on va choisir ensemble un outil de photothérapie. Donc si tu viens me voir pour la partie pro ou pour la partie perso, bah, du coup, les outils sont pas les mêmes, bien entendu, on a adapte. Donc, je vais avoir le travail du corps miroir, je vais avoir effectivement de la photo-analyse ou du photolangage, je peux avoir, comment dire? Comment travailler à partir d'un portrait, d'un autoportrait. Enfin voilà, c'est des choses, on va choisir ensemble en fonction de, ce qu'on aura pu aborder et moi je vais t'aiguiller et par contre je te laisse toujours le dernier mot. C'est toi qui vois. Mmh. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout ça, on a plus de cartes, d'éléments pour comprendre la perception que tu as de toi. Pourquoi c'est important pour moi que tu comprennes et que tu prennes conscience de la perception que tu as de toi? C'est que tu vas déjà mesurer à quel point tu es critique. Voilà. Tu as une petite idée déjà parce que tu vis avec toi-même et tu vois à quel point, c'est pas simple d'être critique envers soi. Mais en fait, de prendre conscience qu'on est critique envers soi, déjà l'accepter, ça a déjà planté une graine d'autocompassion. C'est déjà de prendre de la hauteur et de se rendre compte: «OK, qu'est-ce que je peux faire à la place?» Et ensuite, on arrive justement sur la séance photo, qui est vraiment un moment où on s'autorise à être soi, comme j'expliquais tout à l'heure et ensuite on découvre ensemble les photos. Ce dernier moment, il est hyper important pour moi parce que, bah, comme je disais, c'est pas une baguette magique. Vous arrivez, vous découvrez les photos. Vous avez toujours, j'en sais rien, Jeanne, plus de 30 ans, d'expertise en autocritique. Ça s'enlève pas comme ça. Voilà. Donc du coup, moi, même dans la découverte des photos, on prend, justement ce zoom, on vient dézoomer et en fait, moi, je vous apporte aussi ma vision, pourquoi j'ai choisi ces photos-là et cetera. Mais surtout, on va venir à chercher pourquoi c'est si compliqué de se cette photo-là, de la regarder, cette photo de soi, pourquoi elle est si difficile ou éventuellement douloureuse à regarder, contrairement à d'autres et cetera et ça permet encore une fois de prendre de la hauteur sur la perception qu'on a de soi. Voilà. Trop bien. Et du coup, ça se passe sur combien de temps? C'est les gens viennent du coup, c'est toi qui y vas? Comment ça se passe? Alors, moi, il y a une bonne partie qu'on peut faire en visio. Voilà, bon, bien entendu, la séance photo, on ne peut pas la faire. J'ai un outil qui s'appelle le travail du corps, miroir. Bon, je pourrais aussi le faire en visio, mais moi, j'ai un peu de mal, enfin, je trouve que c'est pas, un environnement safe pour la personne, donc je suis pas hyper à l'aise, de le faire en visio. Hem, Après, donc comme je disais, donc il y a l'outil, du questionnaire où là, je suis pas avec vous, vous le faites, chez vous. Donc en fait, on a un premier rendez-vous, ensemble où on parle du questionnaire, l'outil de photothérapie, la séance photo et du coup, la découverte des photos. Ça fait 4 rendez-vous vraiment ensemble, en sachant qu'il y a réellement que, la séance photo qu'on doit faire en physique et donc généralement, je laisse 6 mois aux personnes pour faire toutes ces étapes-là. OK. J'ai des personnes, des fois qui viennent me voir, qui font un rendez-vous par semaine. Des fois, l'outil de photothérapie et la séance photo sont parfois faits le même jour pour des personnes qui viennent d'assez loin. Voilà. On s'adapte en fait. Voilà. Mais Très je trouve intéressant. qu'au-delà de 6 mois, ça devient on perd un peu le truc. Voilà. OK, maximum 6 mois du coup. Ouais. OK, très, très intéressant, ça ouvre plein de portes, plein de sujets. Je voulais te poser une question un peu plus personnelle. Hem, Finalement, c'est le début des enregistrements de ce podcast et je me demande si c'est pas une question que je vais poser un peu plus souvent. OK, je suis Qu'en le est-il de cobaye ta alors. oui, là, ça y est, c'est parti, tu le cobaye. Qu'en est-il de ta créativité à titre personnel? Est-ce que tu trouves un espace pour créer? Parce qu'au début, tu nous as dit finalement que c'est parti d'une ambition artistique et ça a tourné, hein, c'est devenu ton métier finalement. Mmh. Qu'en est-il de ta créativité? Alors moi, j'avais toujours dit que je serais pas photographe parce que c'était ma passion et du coup, quelle passion j'aurais, ensuite? Et en fait, je me rends compte que j'ai pas un besoin de créer.
tu vois? Moi, je suis très admirative quand je vois, Jeanne, tout ce que tu crées et cetera, ce truc-là. Moi, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, quand j'ai pas enfin, tu vois, l'intuition, tout ça, c'est un peu compliqué de faire s'il y a pas de cadre, tu vois, pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup cette difficulté-là et en fait, par rapport à certains collègues qui ont besoin de créer des projets à côté, qui ont besoin de tester des choses et cetera, il y a des moments, je me suis déjà dit: «Ah bah, ça serait bien que je fasse, tel ou tel, truc», comment dire? J'en sais rien, tester une nouvelle lumière, tester une technique, ou tiens, j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Mais en fait, j'ai pas ça. C'est vrai que je suis pas, à ce niveau-là, je me sens pas artiste, tu vois? J'ai pas ce besoin-là. Donc du coup, au niveau de la créativité, j'ai pas ce truc-là. Par contre, je sais qu'en début d'année, j'ai trouvé que mon boulot prenait trop de place. Je pense que j'étais pas très, très loin d'ailleurs du burn-out, on en avait parlé ensemble. En fait, c'était pas tant la créativité, mais c'était le besoin de me nourrir d'autres choses, d'avoir un autre espace que justement mon métier. Donc c'était pas le métier en lui-même, justement les interactions avec, les clientes et tout ça, pour moi qui est, toujours ressourçant et qui me demande pas en fait d'effort mental ou qui ne va pas me miner, ça vraiment c'était pas du tout un problème. Par contre, c'est tout ce qu'il y avait autour et quand on est à son compte, on pense boulot H24 en fait, tout est lié à ça, quand j'écoute un podcast, tout me fait penser, «Ah bah tiens, je pourrais, ça serait une telle idée pour tel truc et tout». Et donc ça a été vraiment ce truc-là de ça a été un peu, l'épreuve pour me rappeler, «N'oublie pas de te nourrir d'autres choses». Voilà, aussi passionné sois-tu par ton travail. Donc c'est pas tant par la créativité, mais c'est par le fait de m'émerveiller d'autres choses. Du coup, j'ai voyagé, j'ai repris la danse, vraiment dans un autre groupe, qui m'apporte beaucoup plus, qui me nourrit davantage. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là, tu vois, qui ont été, où j'ai dû redécouvrir quelque chose d'autre pour me nourrir, voilà. C'est trop intéressant, merci beaucoup et je vais rebondir sur, en fait, je pense que ça, c'est vraiment le parcours classique des entrepreneurs. Mmh. C'est normal, c'est ton bébé, tu as envie que ça fonctionne, ça prend énormément d'énergie, de temps, Ouais. d'intérêt et puis il y a un côté très passionnant, surtout là dans des métiers comme les nôtres et derrière, tu as le côté aussi de l'accompagnement où du coup, bah, tu es toujours en fait dans un tu as ta casquette où tu travailles. Ton travail, c'est pas d'écrire derrière un ordinateur, pas Mmh. seulement, c'est aussi du coup du présentiel ou du direct qui prend de l'énergie, qui prend et l'un dans l'autre, le fait du coup d'avoir cette casquette, bah, d'accompagnant, de thérapeute, bah, là tu t'oublies en fait, Mmh. tu as ta casquette, tu as ton sac à dos de connaissances et d'outils, mais toi dans cette posture, c'est pas toi Sarah, c'est pas moi Jeanne, Mmh. c'est transfert, c'est classique, Ouais. plus entrepreneur et en fait, j'ai l'impression du coup à force de côtoyer des entrepreneurs qu'on pendant un laps de temps, tu vas être focus. En l'occurrence, personnellement, ça m'est arrivé et dans un premier temps, j'ai un peu tu sais, je me trouvais ça va, je gère les sujets de Ouais. art thérapie, de business, mais quand j'étais pas avec des entrepreneurs, je me disais: «Mais j'ai rien à dire, ça m'in» ou des artistes. Ça va, du coup, il y a Ouais. le double tranchant. Mais dès que j'étais avec un autre public, un autre type de personne, je me disais: «Mais Jeanne, c'est pas suffisant». Enfin, personnellement, Mmh. ça me suffit pas, parce que je ne côtoie pas que des entrepreneurs et que des artistes, donc voilà. Et j'ai l'impression que c'est un process classique où tu es un peu excessif et c'est aussi comme ça qu'on devient bon. On peut pas être bon Mmh. partout. Enfin, tu mets toute ton énergie dans un projet, c'est comme ça qu'il se réalise, c'est pas en mettant 20 et Ouais. après plus tard, on trouve un équilibre. Donc toi, ton équilibre, tu dis que tu l'as trouvé à travers du coup, la danse Ouais, la actuelle? danse notamment et puis, en fait, moi, j'ai un peu pété un câble et du coup, en fait, c'est ma psy, parce que donc, j'ai un suivi et ça me semble tu vois, tu parlais de transfert, de choses comme ça, c'est indispensable, je pense, quand d'avoir un suivi, une supervision, enfin, peu importe et qui a un peu tiré la sonnette d'alarme. Comme beaucoup de gens, j'ai traversé des choses qui étaient pas cool et là, en soi, je traversais rien, si tu veux. Mmh Donc, mh. ça allait, tu vois? Et là, elle m'a dit: «Non, ça va pas». Et du coup, je suis partie, avec des inconnus, en fait, avec, des femmes, que je connaissais pas du tout, qui étaient pas du tout entrepreneurs, elles étaient toutes salariées et une connexion et en fait, pas on a pu parler de nos boulots, on a pu parler forcément de choses qui me passionnaient, mais
C'était, on je me suis laissée porter, j'ai vu des choses magnifiques, enfin, j'ai pris des ch pris soin de moi, en fait, aussi, quelque part et c'était doux, c'était simple, c'était fluide. Enfin, tu vois, il y avait pas cette charge mentale, quotidien où j'avais tout coupé et c'était cool, tu vois? Enfin et donc ça fait un peu problème de riche alors que pas du tout, mais j'ai beaucoup culpabilisé justement de m'autoriser à partir, comme ça. Mais quand je suis revenue, alors 1re semaine, ça a été un peu compliqué parce que forcément, les problèmes sont toujours là. Mais j'ai vraiment ensuite, renoué avec ce truc, ce plaisir, même dans mon boulot, de faire des choses juste pas parce qu'il faut les faire, mais parce que ça me faisait plaisir de les faire, en fait. Et donc j'ai remis de la joie, et du plaisir dans mon quotidien, voilà. Donc au-delà de la danse aussi, bien sûr, mais il y avait pas que ça, voilà. Trop intéressant, hyper inspirant. Entendez bien les sonnettes Mmh. d'alarme. Parce qui plus est, en tant que thérapeute et indépendant, heu, Mmh. il faut enfin moi je sais que je m'attelle beaucoup à ce sujet, trouver un équilibre qui me permet d'avoir une santé mentale qui tient tout coup au stress de l'entrepreneuriat et Ouais. aux accompagnements qui sont difficiles parfois aussi également. Très intéressant, invitation au voyage entre girls, on adore. Moi, j'adore les voyager, donc c'est vrai que je trouve que ça aide vraiment beaucoup et je rebondis sur ce que tu disais, comment je l'ai entendu. En fait, je pense que ce qui est intéressant et c'est ce vers quoi moi aussi je me tourne là en trouvant mon équilibre en entrepreneur, en fait, avoir des choses sans enjeu. Apprendre quelque chose qu'on Mmh. va pas montrer ni sur les réseaux, ni au reste du monde, quoi. C'est ton truc à toi. C'est comme nous, on invite les gens: «Dessine, c'est pas grave si c'est moche». Mmh. Pareil, fais du Ouais. piano, c'est pas grave si c'est moche. Achète un appareil photo, prends un Kodak, on s'en fout. Ouais, Fais des trucs, pour toi et vraiment, pour toi sans enjeu, comme un enfant qui se reconnecter à ce juste: «Vis». Et tu ouais, peux aussi manger. Mais je ouais, pense à manger parce que, le truc qui me fait trop du bien, c'est, d'avoir pris conscience il y a quelques semaines que, les cookies il y a un café à Reims, donc toi tu vas connaître, mais qui s'appelle, Coffee Champ, ouais. tu vois? Ils ont vraiment les meilleurs cookies de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me met tellement de joie Mmh. que rien que s'offrir un temps dans la semaine, je vais prendre un café avec un livre ou un carnet et c'est tout. Est-ce que tu arrives à toi prendre des temps comme ça, un peu Ouais. off, tu t'offres? Alors, justement, j'essaie d'être de plus en plus vigilante, sur ça. C'est plus compliqué, comment dire? Tu vois, là, genre, j'essaie de me créer des occasions où je marche, même si Mmh. c'est avec un podcast et cetera. Mais il faut savoir que j'ai longtemps détesté ça, ça me saoulait et en fait, je me rends compte à quel point j'ai besoin de mouvement, dans ma vie. Je suis quand même dans un boulot qui est quand même assez sédentaire et ça, ce truc, ce moment de marche, où j'écoute de la musique, où j'écoute un podcast ou même j'écoute rien du tout, ça a fait vraiment partie des trucs où, pour moi, c'était un truc, de vieux. Désolée maman, désolée. Mais du coup, j'ai vraiment ce truc-là, tu vois, de m'accorder ça. C'est jamais très long, hein, c'est 20 minutes, une demi-heure et tout ça. Mais ça, c'est des trucs où, maintenant, je me suis même acheté un vélo d'appartement, mais c'est parce que je me dis, en fait, dans ma journée, je vois vraiment la différence quand j'ai eu du mouvement ou que j'en ai pas. Vraiment. Donc et c'est pas, faire du sport pour faire du sport, parce que ça vraiment c'est pas ma philosophie, mais d'avoir en fait, c'est vraiment cette notion de mouvement, ce truc où tu vides ta tête, et le mouvement, sortir dehors, enfin, c'est vraiment ça, qui, aujourd'hui j'essaye de plus en plus d'être vigilante sur ça et des fois j'oublie. Voilà, donc j'essaye d'inclure de ça plus en plus dans mon quotidien. Je te rejoins à 10 000 et pareil, je renvoie, aux personnes qui nous écoutent. Tu as dit: «Parfois j'oublie» et ben moi c'est pareil, parfois Mmh. j'oublie. Et en 2025, je me suis dit: «Jeanne, tu sors tous les jours» et en fait, c'était la semaine dernière, donc c'est-à-dire qu'on était genre le 16 ou 17 janvier. Bien sûr, bien évidemment, oublié de sortir et je le sens en fait dans mon corps. Alors, je peux ne pas sortir. Non, maintenant, je crois que je peux même pas. Avant, je pouvais ne pas sortir de chez moi parce que je suis quelqu'un de très introverti, je traîne chez moi, je fais des trucs, je suis très Mmh. heureuse. Sauf que plus le temps passe, moins je supporte de ne pas sortir pendant toute une journée et en l'occurrence,
tu sens maintenant je sens les angoisses, je sens vers 17:00 qu'il faut que je sorte au et j'aime bien le fait que tu as dit: «Des fois, tu oublies». Ben, moi aussi, des fois, j'oublie Ouais. et c'est OK d'oublier parce qu'on est à fond dans des trucs et franchement, on essaie tous de ne pas oublier, mais au cas où, si vous aussi, vous oubliez de sortir marcher, mais même quelqu'un qui irait au travail, je pense tu prends ta voiture, tu prends le métro, Mmh. mais tu as pas un temps où juste tu marches, où Mmh. juste tu bouges. Oh, ça fait vraiment la Ouais, différence dans une journée. Merci c'est beaucoup. vrai. Pour ce petit rappel, je ne vais pas, continuer à te poser trop de questions parce qu'il fait déjà 10 minutes. Alors, on termine le podcast comme ça. Je te demande trois conseils, ça peut être des tout petits conseils pour les art thérapeutes, futurs art thérapeutes, curieux de la photothérapie, qu'importe, aux personnes qui nous écoutent. 3 petits conseils pour, vivre en tant qu'art thérapeute ou pour s'intéresser à la photothérapie. Alors, entourez-vous, ayez des discussions, ayez une Jeanne dans votre vie avec qui discuter, de tous vos tracas, de tous vos questionnements et cetera. Aussi, mais ça peut être aussi bien sûr une supervision, enfin des choses comme ça. Moi, ça me semble vraiment important. 2e conseil, croyez en vous. Je sais, c'est un peu bateau, mais parce qu'en fait, moi, je peux vous assurer qu'il y a plein de fois où vraiment je crois pas en moi, mais je fais. Donc peut-être au-delà, si vous croyez pas en vous, bah faites. Voilà, donc c'est ça. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie, mais clairement, je pense que c'est ce truc, peu importe le temps que ça vous prend, si ça vous prend beaucoup d'énergie, que ça vous fait vraiment flipper, bah, c'est pas grave, faites. Hem, trompez-vous, c'est pas grave, on ne vous demande pas, une pureté, de l'accompagnement, voilà et moi, je dis toujours je me souhaite toujours que dans 10 ans, je vois ce que j'ai fait et je me dis: «Ouh là, je ferai plus du tout ça» et c'est une excellente nouvelle. Voilà. J'adore, c'est génial. Et pour finir, complètement finir, est-ce que tu aurais une citation que tu adores ou simplement à laquelle tu penses aujourd'hui? Tu peux Alors, je sais pas si c'est un vrai rapport, mais il y en a un il y a un truc, parce que dans la vie, il y a toujours des épreuves, des choses comme ça et il y a un truc un peu, c'est, tu sais, c'est pas cette no enfin, c'est un peu la même notion que d'apprendre à danser sous la pluie, mais, pour faire un arc-en-ciel, il faut pas que du soleil, il faut aussi de la pluie. Donc il y a un peu ce truc, tu vois, de des fois, quand c'est vraiment dur, bah, il y a des très, très belles choses parce que, bah, je pense que si on n'avait pas de pluie, on verrait peut-être pas les choses toujours de la même manière. C'est un peu ma philosophie. Je sais pas, j'espère que c'est pas trop, anxiogène, culpabilisant, mais ça, c'est des choses, moi, qui m'ont permis de tenir souvent. Voilà. trop bien. Ben merci beaucoup. Je pense que ça vaut le coup de se dire ça quand on habite à Reims parce qu'il pleut beaucoup. Donc on est content d'entendre cette phrase, ça nous rappelle. Vous inquiétez pas. Non, très intéressant. Merci beaucoup Sarah. C'était un grand plaisir de t'avoir, sur mon podcast. Merci d'être toi. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Je vais donner toutes les informations pour te, retrouver dans la description et si tu veux faire un petit rappel au moment de dire au revoir. Je te laisse dire au revoir. Bah, merci beaucoup Jeanne, c'est pareil, toujours un plaisir, un immense plaisir, d'échanger avec toi. Vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et puis, éventuellement aussi si vous vous intéressez à la photothérapie, je propose aussi, des ateliers en présentiel et il y a un atelier en ligne qui est vraiment pour les personnes qui veulent juste découvrir, les premières choses. Si vous voulez approfondir, il y a les ateliers en présentiel. Voilà. Je vous recommande à fond, à fond, à fond. Si vous êtes curieux, extra. Allez, je vous invite à y aller les yeux fermés, j'ai une grande confiance en Sarah. Merci pour, votre écoute. À plus. Ciao, bye bye. Gros bisous. Bonne journée, bonne soirée. Bye. Salut.